en étant avec l'accord cadre d'Addis Abeba, nous allons en parler dans cette émission. La question intéresse tous les Congolais parce que cet accord avait prévu la stabilité de la partie est de la RDC, le développement économique en RDC. Mais jusqu'aujourd'hui, beaucoup se posent des questions. Quid de cet accord? Pour cela, nous recevons M. Patrick Mutombo. Il était plusieurs fois conseiller au sein de cet accord, mais aussi coordonnateur adjoint. Bonjour chez vous, bonsoir. Vous êtes partout à travers le monde pour nous suivre. On va également parler de la révision ou changement de la Constitution avec lui, M. Patrick Mutombo. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Non, très bien, merci, Didier Murieux. Moi, je voudrais, première question. Où en est-on avec cet accord, l'accord cadre d'Addis Abeba? Oui, merci d'abord de me donner l'occasion de m'exprimer à l'intention de l'opinion publique tant nationale qu'internationale sur les grandes questions de l'heure, à savoir la sécurité de notre pays, qui a été au centre, au cœur de l'accord cadre pour la paix et la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Il vous souviendra que la résolution 2707 de 2023 donne mandat au secrétaire général des Nations Unies de dresser à l'intention du Conseil de sécurité le rapport sur la mise en œuvre des engagements souscrits par les États signataires du dit accord depuis le 24 février 2013. Et donc, le secrétaire général a mandat d'informer le Conseil de sécurité de tout ce qui s'est fait autour de cet accord cadre, parce qu'à un moment donné, on l'a appelé accord de l'espoir. Il vous souviendra que des décennies entières se sont écoulées où notre pays n'a pas connu la paix et la quiétude. Et pourtant, lorsqu'on grandissait, le Kivu était une zone paradisiaque. On voyait les montagnes verdoyantes de Massissi et de Rutshuru. On ne voyait pas toujours les minéraux, mais à l'époque, on voyait la vocation agricole du Kivu qui inspirait de la paix. Mais ça va faire aujourd'hui 30 ans durant que cette région n'a pas connu de paix et a suscité a demandé à ce que la communauté internationale puisse s'asseoir pour justement mettre sur pied cet accord cadre. Qui n'a pas évolué jusqu'aujourd'hui. On a l'impression que ça n'a pas évolué parce que la stabilisation jusqu'aujourd'hui pose problème. La RDC vit de la précarité jusqu'aujourd'hui. La partie Est est instable. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que nous sommes repartis, je vais dire, à la case départ. N'oubliez pas qu'il y eut le Rwanda avec son massacre. Et aujourd'hui, c'est le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda qui passe maître de la violation des engagements régionaux de l'accord cadre. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2024 et le Rwanda est sur le sol congolais violant l'engagement régional numéro 7 au vu et au su de tous. Et donc, le fait que le Rwanda, avec armes et munitions et hommes armés, se trouve sur notre territoire, l'accord cadre prend du plomb dans l'aile. Est-ce pour autant que cet accord cesse de garder sa valeur ou sa vocation d'outil diplomatique et politique qui fondent les États à se parler? Là, je vais poser la problématique et j'y réponds tout de suite en disant cet accord lui-même, ses structures à 3 niveaux. Vous avez le niveau des engagements nationaux, vous avez le niveau des engagements régionaux et le niveau des engagements internationaux, ça n'existait pas avant. Mais restons dans les engagements régionaux parce que c'est ça qui fait que
notre pays est instable pour cause de l'agression du Rwanda, et on n'a jamais cessé de le dire, et tous les rapports des experts le montrent, et le Rwanda qui a envoyé ses troupes sur notre territoire se trouve même en surnombre que les forces même du M23 sous l'étiquette ou bien sous couvert desquels ils agissent. Donc, l'accord cadre, 10 ans après, n'a peut-être pas atteint ses objectifs. Voilà pourquoi nous avons, en tant que République démocratique du Congo, demandé la révisitation de cet accord. Même si le mot révisitation ne semblait pas plaire. Mais à un moment donné, on a parlé de la revitalisation de l'accord cadre. Oui, parlons de la revitalisation de l'accord cadre. Et c'était ça qui était au cœur d'une réunion à laquelle j'ai pris part en novembre de l'année passée à Durban. Et dans cette réunion-là, nous étions, en tant que partie congolaise, nous avions rappelé que 10 ans après la signature de l'accord cadre, du moment que l'accord cadre n'a pas donné toutes ses preuves et que les avancées sont retombées avec l'agression manifeste du Rwanda, qui est encore présent jusqu'à la seconde où je vous parle, nous avons pensé qu'il fallait la revitaliser. En quoi faisant? Nous pensions qu'il fallait commencer d'abord par revenir au ce que nous avons appelé les benchmarks régionaux que nous avions adoptés en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2013. Parce que là-dedans, il y avait des activités qu'il fallait mener, il y avait un chronogramme, il y avait des responsables par rapport aux activités qu'il fallait mener. Mais nous avons remarqué qu'il n'en était donc pas question. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo, parlant de la revitalisation de l'accord cadre, voudrait que cet accord soit réformaté et que tous les pays puissent avoir aussi des engagements nationaux qu'ils devaient respecter au sein de l'accord. Pourquoi? Parce que la RDC est le seul pays signataire à qui on avait imposé les engagements nationaux. Ils sont 6. Et chaque fois, la RDC respecte ses engagements, mais la région, les autres pays ne respectent pas leurs engagements. Le Rwanda, l'Ouganda, ils sont sur notre territoire national et ça n'émeut personne au sein de la communauté internationale et on nous demande, nous, d'aller parler avec notre agresseur pendant que l'agresseur est sur notre territoire. Des mesures contraignantes n'ont pas été prises pour les pays ne devant pas respecter les soubassements de l'accord cadre. Et puis c'est un accord qui relève du droit international et le droit international c'est un droit de coordination. Ce n'est pas un droit d'injonction. Donc ça signifie que les accords, les engagements se respectent de bonne foi. Or, nous remarquons qu'il n'y a pas de bonne foi du côté du Rwanda. Voilà pourquoi nous sommes sortis de l'accord cadre, nous sommes rentrés dans le processus de Luanda, avec ceci de particulier que c'est l'Union africaine qui est une des institutions garantes de la mise en œuvre de l'accord cadre, à côté des Nations Unies, de la CIRGL et de la SADC. Donc l'Union africaine, après le sommet de Malabo, va responsabiliser l'Angola, qui présidait en ce moment-là la conférence internationale des Grands Lacs, pour dire, bon, il faut aller mettre ses frères ensemble et puis faites en sorte qu'ils se parlent. Parce qu'il y avait pratiquement un jeu de cache-cache. Souvenez-vous, le Rwanda disait que je n'étais pas sur le sol congolais. C'est le M23, c'est un problème congolo-congolais. Mais finalement, au mois de juillet de 2022, on a vu un président, Kagame pour ne pas le citer, qui se trouve à Luanda. Pour ce qui n'est pas, pour ce qui ne le concerne pas. C'était une façon de se cacher le visage avec un doigt, tout le monde avait compris. Donc, le fait qu'on soit parti maintenant dans ce qu'on appelle le processus de Luanda ne déroge pas à la pertinence de l'accord cadre quand il faut considérer que les pourparlers de Luanda se font sur demande de l'Union africaine qui elle-même est garante de l'accord cadre comme institution internationale ou régionale. Mais où est la place maintenant? Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux accords
qui sont régis? Où est la place de l'accord cadre d'Addis Abeba? Parce que nous avons déjà un accord qui est déjà signé au niveau de Luanda. Ça veut dire que l'accord de Luanda efface automatiquement l'accord cadre d'Addis Abeba. Ou bien c'est la suite, ou bien l'accord de Luanda est la suite. À Luanda, il n'y a pas encore d'accord. Je suis en train de vous dire que nous sommes revenus à la case départ. À la case départ, il y avait un Rwanda qui a connu son génocide et qui a déversé chez nous ces Hutus rwandais qu'on a appelés par la suite FDLR. Et ces FDLR deviennent le prétexte du Rwanda pour dire que moi je suis au Congo parce que ma sécurité est mise à mal par les FDLR. On parlera peut-être des FDLR après. Mais aujourd'hui, la RDC a dit, ok, moi je présente un plan de neutralisation des FDLR. Qu'est-ce que vous, Rwanda, vous proposez? Le Rwanda ne propose rien. Vous avez suivi notre ministre d'État au Conseil de sécurité qui a été très clair pour dire au plan de neutralisation devait suivre aussi un engagement ferme du Rwanda pour quitter notre territoire national. C'est là que se trouve le problème. Accord cadre, oui, mais au fond, il y a cette agression, il y a cet appétit territorial du Rwanda sur le sol congolais, et c'est ça l'origine de tout. Mais visiblement, le Rwanda, l'Ouganda ne sont pas respectueux des accords, soit pour revenir sur l'accord cadre d'Addis Abeba, et maintenant le processus de Luanda. On sent cette volonté manifeste des pays voisins de ne pas s'intégrer pour s'exécuter. Faudrait-il rester toujours dans les cadres de réflexion ou bien trouver d'autres moyens? Avant qu'on trouve d'autres moyens, cher Vincent, je voudrais d'abord que les téléspectateurs, l'opinion qui nous suit, sachent une chose. La République démocratique du Congo d'abord est très mal entourée. Prenons le Rwanda, prenons l'Ouganda, et peut-être d'autres pays à l'ouest. Il n'y a pas dans ces pays une démocratie qui se développe comme nous la développons chez nous. Est-ce que vous imaginez, comment est-ce que les Rwandais ou les Ougandais imaginent l'alternance politique que vous avez connue en République démocratique du Congo? Est-ce que ça vous passe même à l'esprit de savoir comment Kagame quittera le pouvoir? Comment Museveni quittera le pouvoir? Ça signifie que ces deux pays, ils savent que leur régime porte les germes de la dictature et de l'imposition par la force. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas se penser comme des démocraties qui intègrent les forces qu'ils estiment être réfractaires. Nous avons fait combien de dialogues chez nous? Nous avons fait des dialogues, des concertations. Pouvez-vous vous imaginer le Rwanda faire un dialogue avec ces Hutus, FDLR, qui sont du reste plus majoritaires? Jamais entendu. Donc ça signifie que la nature des pouvoirs qui sont dans ces pays voisins leur impose un certain agissement qui ne cadre pas avec de la démocratie qui intègre des forces politiques qui vous sont contraires. Donc ça signifie qu'ils se verront toujours en train de vouloir régner et régner par la force, y compris jusqu'à aller déranger un grand pays comme la RDC. Et nous devons, nous tous Congolais, être conscients de cette histoire. Alors, venons-en maintenant à ce que vous avez énoncé. Quand vous avez planté le tableau, d'abord pour analyser la nature des pouvoirs politiques qui sont dans les pays qui nous agressent, vous allez comprendre par la suite que quand ce pays vient dans un accord, un principe de latin dit « pacta sunt servanda », un traité est fait pour servir, et servir de bonne foi. On applique un traité de bonne foi. Et aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda estiment que chaque fois que la République démocratique du Congo se met dans une posture d'un pays qui monte, ça devient une menace pour eux. Lorsque le chef de l'État, accédant à la magistrature suprême, il fait une ouverture qui corroborait d'ailleurs avec un des principes de notre diplomatie, c'est-à-dire une ouverture au monde sans exclusive. Il a fait le tour des pays voisins.
quand il a commencé à dire à Museveni que maintenant nous allons commencer à faire la route, cette route va partir de là jusqu'ici à Goma, le Rwanda a remarqué que c'était une avancée qui pouvait lui être fatale. Pourquoi? Parce que et le Rwanda et l'Ouganda considèrent toujours le flanc oriental de notre pays comme des zones d'influence. Pourtant, l'accord cadre d'Addis Abeba prévoyait tout ça dans la coopération économique. L'accord cadre prévoyait la coopération régionale économique. Comme pour dire, vous enviez les minéraux du Congo, oui, venez traiter avec le propriétaire. Mettons sur pied des contrats. C'est ce que le président de la République a dit au président Kagame, mais celui-ci a préféré tourner, le poignarder dans le dos pour venir prendre dans le désordre. Il est allé recruter dans les camps des réfugiés et tout le monde, et puis Vana, M23, il a recruté, il les a armés et ils sont allés jusque dans les mines de Roubaïa. Comprenez vous voyez un peu, suivez mon regard. Alors, donc au jour d'aujourd'hui, ce qui est important à noter, c'est le fait que l'accord cadre garde encore toute sa valeur parce que c'est un instrument juridique de taille et pour lequel le secrétaire général des Nations Unies dresse un rapport devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les 6 mois. Et donc, ce n'est pas un accord qui est tombé dans les oubliettes et qui, aujourd'hui, ne constitue plus qu'un papier que qui traîne dans les tiroirs. Et cet accord n'avance pas. Je parle de l'accord d'Addis Abeba. Le fait que cet accord ne donne pas de résultats concrets sur terrain. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que nous avons tout de même des points qui sont cités dans cet accord. Je ne vais pas le lire, je l'ai sur moi ici. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun point qui est respecté sur terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous proposez à la population congolaise? Quand vous dites qu'il n'y a aucun point qui ne fonctionne pas, non, remontons d'abord aux engagements nationaux. Oui. L'engagement national, vous avez l'accord sur Oui, j'ai l'accord sur moi. L'engagement national numéro 6, elle parle de la tolérance, du dialogue et de la poursuite de la démocratie. Vous avez vu le président de la République réunir par rapport à la question du Grand Bandundu à Kinshasa. Vous avez vu le président de la République réunir les factions ou bien les forces en présence et mettre sur pied un consensus par rapport à la question du Grand Bandundu. Vous avez vu le président de la République patronner en Bunia un autre dialogue, y compris avec la Codeco. Oui. Et puis on a mis sur pied un plan de coopération qui va régler la question des retours des réfugiés, peut-être même du développement, du commerce. Ça, c'est l'engagement numéro 6. L'engagement numéro 6 sur le plan national. Maintenant, quand vous passez aux engagements régionaux, vous allez remarquer que d'abord, les engagements, c'est au sein des engagements régionaux que nous pouvons mettre ce qu'on appelle le processus régionaux en cours. Vous avez, entre autres, dans ce que nous comprenons tous, c'est pourquoi j'ai apprécié que le président de la République ait déjà peut-être mis sur pied le desk de Grand Lac. Le fait déjà que l'on ait pensé à mettre un desk pour penser Grand Lac, je pense que c'est quelque chose de formidable. Parce que d'autres pays avaient ce qu'on appelait le desk Congo. Le Rwanda avait le desk Congo depuis l'an 2000. Donc il y a 24 ans. Ils avaient déjà un desk qui a évolué, tout ça. Il y a un desk. Alors d'abord, la solution c'est penser la chose. Comment est-ce que nous pensons la chose? J'applaudis des deux mains l'idée que le président de la République avait d'avoir le desk. Maintenant, il nous appartient de mettre de personnes ressources dans ce desk-là pour que ça ne devienne pas une caisse vide, une coquille vide, que ça devienne un bureau fonctionnel et opérationnel qui réfléchit
et qui donne des solutions. J'ai lu l'ordonnance, c'est super. C'est une des premières des solutions d'avoir comment est-ce que nous concevons la chose. Et des deux. Il faut que notre gouvernement, qui est sous la conduite de Mme Judith Souminoa, à qui je présente mes hommages les plus distingués, que le gouvernement se saisisse de cette question de la sécurité de l'Est comme d'abord, devant bénéficier d'une bonne communication pour l'opinion publique nationale. Notre peuple doit savoir dans ces retranchements qu'est-ce qui se passe au fond. Et ne pas laisser la manipulation comme je vois par les réseaux sociaux. Nous sommes peut-être un des rares pays qui n'a pas une armée numérique pour faire face à cette armée numérique du Rwanda. Que le Rwanda a engagé même des Occidentaux qui font de la communication pour le Rwanda. Nous devons d'abord aussi aller de ce point de vue-là de l'appropriation communicationnelle de l'action du gouvernement par rapport à la situation de l'Est. Notre solution, c'est la solution, et c'est même peut-être plus la plus déterminante, c'est notre armée. On est fort que quand son armée est forte. Et moi, j'ai foi dans notre armée. Il faut la mettre au pas. Il faut la doter, et le président de la République est déjà sur le dossier. Et il faut vraiment que, outre l'équipement, il faut que le renseignement suive. Et puis, il faut qu'il y ait de la discipline. Il faut qu'il y ait qu'on renforce de la discipline. Voilà ce qu'ils font de l'armée. Sans compter de la formation. Quel rôle pouvez-vous encore jouer? Pas connu du grand public, ça reste un secret d'État. Je crois que, à côté du chef de l'État, d'aujourd'hui comme d'hier, peut-être même de demain, nous sommes, je veux dire, les soldats de Tshisekedi. Et quand, sur le plan de la diplomatie, sur le plan de notre parcours diplomatique, nous ne considérons pas que il y a des choses qui peuvent se faire sans qu'on nous consulte. Et matin, midi, soir, des réflexions se montent, se font, des notes se font, et nous sommes, je veux dire, à la disposition matin, midi et soir. Et si jamais il faudrait que le président me refasse confiance, parce que je sais qu'il me fait toujours confiance, je crois que nous pouvons mettre à la disposition tout ce parcours. J'ai 20 ans dans le suivi des questions de la région des Grands Lacs. Je suis une personne ressource. Par moment, mon téléphone sonne pour un rien. Je viens de participer à une grande réunion à Bujumbura, où je suis allé une fois de plus parler du processus de Luanda dans la réunion des Nations Unies avec la coopération technique allemande. C'est à titre tout à fait individuel, comme un expert. Ça, dès que je finis cette réunion, la primeur du rapport, je l'ai fait à lui-même, le chef. Donc ça signifie que nous sommes toujours à la disposition de la nation pour la servir chaque fois que de besoin et que cela soit acté. Dans 2 minutes, on va terminer cet entretien. Je rappelle que vous nous suivez également sur Face Télévision ainsi que d'autres chaînes partenaires. Monsieur Patrick, vous avez parlé des acquis de cet accord, bien évidemment, mais les Congolais se demandent de la violation volontaire de cet accord par les États voisins, Rutshuru, Masisi, et puis Bunagana, c'est entre les mains des rebelles. Il y a violation intentionnelle du droit international. Et là, quel est le plan palliatif? Des appétits territoriaux, qui nourrissent un appétit territorial sur le flanc oriental de notre pays. Vocation africaine, ils vont se dire nous sommes des Africains, donc nous pouvons avoir des pans entiers du territoire au Congo. Nous ne devons donc pas avoir des articles qui portent à équivoque quand ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité du territoire de notre pays. Très bien. D'où il faut la changer. Merci
pour Pas la changer, mais modifier Il a quelques modifié. articles. surtout l'article 212, vous l'avez cité, l'article Oui, 212 qui oui. parle de la souveraineté. De la Merci, séparation. merci Monsieur Patrick Mutombo. Je rappelle que vous êtes diplomate de carrière. Merci à Monsieur Vincent de sa participation à cette émission. Merci. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur la suite des programmes. Merci.